Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet assez présent, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Hmm. On s'appuie notamment sur un entretien avec le docteur Daniel Amen, qui est neuroscientifique. L'objectif, c'est un peu de démêler ce que c'est vraiment, ce TDAH. Oui, et le distinguer de la simple distraction ambiante, quoi. Exactement, et voir comment on peut mieux le gérer. Alors, allons-y. C'est vrai que c'est un sujet, on en entend parler de partout, parfois un peu à tort et à travers d'ailleurs. Hmm. C'est important de comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau pour aller au-delà des idées reçues. Alors, commençons peut-être par les symptômes clés. L'attention courte, c'est souvent ce qui vient en première à l'esprit, mais c'est pas si simple, hein. Non, exactement. L'attention peut faire défaut pour les tâches, disons, routinières, l'administratif, ce genre de choses, Oui. mais, et c'est là le paradoxe, elle peut devenir hyper intense pour un sujet qui passionne, quelque chose de nouveau, ou même sous stress. Ah, d'accord. Donc c'est pas un manque total d'attention, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus une difficulté à la réguler en fait. D'accord, une régulation difficile. Et il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, bien sûr. Il y a aussi la distractibilité, très sensible à tout ce qui bouge autour. C'est ça, une hypersensibilité aux stimuli externes, une difficulté à filtrer. Il y a aussi la désorganisation, que ce soit le temps, l'espace, Oui. l'impulsivité aussi, la difficulté à mettre un frein à ses pensées ou à ses actions. Et puis parfois, l'hyperactivité, l'agitation physique. Ok. C'est tout cet ensemble donc. Voilà. Penser que c'est juste pas pouvoir se concentrer, c'est c'est vraiment trop simple. Et le diagnostic, alors, ça a l'air d'être un vrai casse-tête. On entend parler de surdiagnostic, mais aussi de sous-diagnostic. C'est tout le problème, oui. Le risque de surdiagnostic est réel, surtout avec notre environnement actuel, hyper stimulant, les écrans, etc. On peut vite mettre l'étiquette TDAH. Mhm. Mais attention, le sous-diagnostic existe aussi, et il est fréquent, surtout chez les filles ou les adultes qui n'ont pas cette hyperactivité évidente. Et ça peut être confondu avec quoi alors? Souvent avec de l'anxiété ou de la dépression. Les symptômes peuvent se ressembler en surface. D'accord. Donc il faudrait bien distinguer le TDAH, qui a souvent une base neurobiologique, génétique même, Ah oui, on le voit souvent dans les familles. de ce qu'on pourrait appeler une sorte de distraction sociétale liée à notre mode de vie. C'est exactement ça. La surcharge d'informations, Dr Amen parle de 72 gigabytes par jour absorbés. C'est énorme. Ah oui, Le stress chronique, le manque de sommeil, l'alimentation aussi très transformée, tout ça peut mimer ou clairement aggraver des symptômes qui ressemblent au TDAH. justement, parlons des pistes pour gérer ça. Docteur Amen, il met beaucoup l'accent sur l'hygiène de vie, non? Ah oui, absolument. Avant toute chose, il insiste sur le sommeil. C'est fondamental. Le sommeil. Et aussi une sorte de détox numérique. Au moins limiter les écrans avant de se coucher, ça peut vraiment aider à calmer le système nerveux. D'accord. Et l'alimentation, vous en parliez. C'est un levier important pour lui. Oui, très. Il cite une étude assez interpellante. Un régime d'élimination strict, sans gluten, produits laitiers, maïs, soja, colorants, édulcorants artificiels. Ah oui, c'est strict. Oui, pendant un mois seulement. Et apparemment, chez 70% des enfants testés, les symptômes auraient disparu. 70%. C'est impressionnant. Ça montre un lien potentiel très fort entre l'intestin et le cerveau. Il évoque des molécules comme les gliadomorphines, les caséomorphines, Hmm. issues de ces aliments. Mhm. Il insiste aussi sur les protéines le matin, pour stabiliser l'attention dès le début de journée. Bon, ces approches sur le mode de vie, l'alimentation, c'est la base. Mais parfois, pour un TDAH qui est vraiment avéré, ça ne suffit pas. Et là arrive la question des médicaments. Ça fait souvent peur. Oui, c'est un sujet sensible. Certains hésitent beaucoup, ils ont peur d'une sorte de camisole chimique. C'est l'expression qu'on entend. Exactement. Le docteur Amen utilise une comparaison assez forte. Refuser un traitement nécessaire pour un TDAH avéré, ce serait comme refuser des lunettes à quelqu'un qui voit mal. Il parle même de négligence. Ah oui, c'est direct. Ces médicaments, type Ritaline, Adderall, en gros, ils aident le cerveau à mieux utiliser la dopamine, un neurotransmetteur clé pour la concentration, le contrôle des impulsions. Il faut donc peser le pour et le contre, j'imagine. Les bénéfices, les risques. Toujours. Il peut y avoir des effets secondaires, c'est vrai, sur l'appétit, le sommeil, parfois l'humeur, des tics. Hmm. Mais il faut mettre ça en balance avec les conséquences parfois très lourdes d'un TDAH non traité, échec scolaire, risque de dépendance accrue, grosses difficultés relationnelles, problèmes financiers, voire judiciaires. C'est sérieux? Ouais. Donc l'important, c'est un suivi médical vraiment attentif et d'ajuster le traitement. Ce n'est pas une solution magique, c'est un outil.
qui doit être bien utilisé. Et ajuster, c'est d'autant plus important qu'il n'y aurait pas un TDAH, mais plusieurs types. C'est un point essentiel chez Dr Amen, ouais. Il décrit 7 types distincts. On va pas entrer dans les détails, mais il y a le classique, l'inattentif, l'hyperfocalisé, le limbique, etc. 7 types. Voilà. Ça montre bien la complexité et pourquoi une approche taille unique ne marche pas souvent. Ça souligne l'importance d'un diagnostic précis pour une aide vraiment personnalisée. Et au-delà de ces aspects cliniques, les conséquences sur la vie de tous les jours doivent être profondes. Ah oui, la distractibilité, ça peut peser sur les relations, l'intimité. L'estime de soi prend souvent un coup à force d'entendre des critiques. J'imagine. L'impulsivité peut entraîner des regrets, des décisions hâtives. Et oui, le risque de dépendance est plus élevé. Parfois, c'est une forme d'automédication pour calmer un mal-être. Mais ce n'est pas que négatif parfois. Ouais, Il y a aussi des aspects différents. oui. Il y a un paradoxe. Ces difficultés sont réelles, mais il peut aussi y avoir une créativité particulière, une énergie débordante qui, si elle est bien canalisée, Oui. peut mener à des parcours étonnants. Il donne l'exemple du fondateur de JetBlue, qui est diagnostiqué TDAH et qui a bâti un empire. Donc pour résumer un peu tout ça, le TDAH, c'est bien une condition neurologique, réelle, souvent avec une base génétique. C'est pas juste dans la tête. Tout à fait. Mais notre environnement moderne, notre mode de vie, peuvent clairement en exacerber les symptômes ou même les mimer. C'est ça. Et l'approche la plus constructive, ce serait une vision globale. Hygiène de vie, alimentation, et si c'est nécessaire, un traitement bien adapté et bien suivi. Exactement. Une approche intégrée. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Oui, Si notre mode de vie, l'alimentation, la technologie, le stress peut autant influencer, voire imiter ces symptômes, où est-ce qu'on trace la ligne entre ce qui vient de l'environnement et ce qui est vraiment neurologique, intrinsèque, pour soi-même ou pour son entourage? Quelle est la part de chacun, finalement? C'est une question complexe, je trouve.